Philosophie. Introduction. Grand 1. Première approche de la philosophie. La philosophie n'est pas un acte intellectuel. On considère la philosophie comme quelque chose d'abstrait. Le caractère d'abstraction exprime le fait de sortir de quelque chose. On ne peut pas sortir de la vie pour penser la vie. Dans la philosophie, le sujet est vivant et va chercher à comprendre ce qu'il vit, c'est-à-dire le contenu et ce qu'est le fait de vivre. La question est alors de comprendre comment s'opère concrètement l'acte de philosophie. Pour Platon, le sophiste, c'est, je cite, le dialogue intérieur et silencieux de l'âme avec elle-même. Cela veut dire que la philosophie est non seulement un geste pratique et concret d'attention à notre pensée et à ce que nous vivons, cela vient des questions que nous posons sur l'existence, et également un dialogue qui s'effectue dans l'acte de questionner et de répondre. Il est donc attentif à sa pensée. Mais comment s'effectue ce geste pratique? Dans un dialogue qui se concrétise par un système de questions-réponses. Et qu'est-ce qui caractérise la question? C'est sa dimension d'ouverture. Une question ouvre parce qu'elle donne accès à ce qui est mis en question. Questionner donne accès à quelque chose que nous mettons en question et après il faut y répondre. Montaigne, dans les Essais, grand 1, petit 3, je cite: il faut se réserver une arrière-boutique toute nôtre, toute franche, en laquelle nous établissons notre vraie liberté et principale retraite et solitude. Et celle-ci, faut-il prendre notre ordinaire entretien de nous-mêmes à nous-mêmes et s'y priver que nulle accointance ou communication étrangère y trouve place. Nous avons une âme contournable en soi-même. Elle se peut faire compagnie, elle a de quoi assaillir et de quoi défendre, de quoi recevoir et de quoi donner. Fin de citation. Cela veut dire qu'il y a deux niveaux de la pensée. 1. Le moment même où nous pensons des choses. Et 2. Il y a l'arrière-boutique de notre pensée. C'est ça la philosophie. L'arrière-boutique est là où on se pose des questions telles que: comment se fait-il que je pense ce que je pense? Qui pense quand il dit qu'il pense? Comment se forment mes pensées? Etc. C'est donc une épreuve qui consiste à apprivoiser les questions qu'on se pose sur l'existence. Et parmi ces questions, la question à laquelle on s'intéresse le plus est celle de l'identité de l'être humain. Mais qu'est-ce que l'identité de l'être humain? On sait qui on est grâce à notre prénom, nom, famille, ADN, etc. Mais il y a une constatation élémentaire. Personne n'a choisi d'exister au début. Personne ne tient part et en lui-même sa raison d'être, ni à la naissance, ni par la suite. Je ne suis pas la source de mon être, je n'ai pas choisi de naître à un moment précis. Je n'ai pas choisi non plus ma famille, ni mon orientation sexuelle, les grands événements de ma vie psychique, etc. C'est ce qui nous arrive quand on était enfant. La question va donc être: est-ce que oui ou non je suis prisonnier d'une vie que je n'ai pas choisie? Est-ce que oui ou non ma vie future est conditionnée par des choses que je n'ai jamais voulues? Grand 2. La question de l'identité de l'être humain. La conclusion de cette question va donc être la notion de liberté. Est-ce qu'on peut être plus que tout ce qui nous conditionne et que tout ce qu'on n'a pas choisi? Le type de réponse que la philosophie peut apporter pour nous faire penser, c'est que l'être humain vit et appartient à la nature et donc à son évolution. Selon Nietzsche, la pire des choses qui est arrivée à la nature, c'est l'homme. Selon d'autres, l'homme est la chose la plus importante de la nature. Ou alors, l'être humain a en même temps une capacité à faire retour sur sa condition et sa propre existence. Le retour veut dire deux choses: qu'il est capable de comprendre et de réfléchir, et donc de faire une démarche réflexive et de compréhension intellectuelle, c'est-à-dire comprendre ce que veut dire être humain. Et ensuite, qu'il est capable de donner du sens. La réponse que la philosophie apporte à la réalité, c'est que l'être humain peut donner du sens à ce qu'il n'a pas choisi. C'est sa capacité incroyable. Nietzsche va appeler ça la création. L'être humain se définit par sa créativité. Grand 3. Le sens de cette question. Pascal, dans Pensée, parle de l'énigme du commencement de l'existence. Je cite: je ne sais qui m'a mis au monde, ni ce que c'est que ce monde, ni que moi-même. Je suis dans une ignorance terrible de toute chose. Je ne sais pas que c'est mon corps, que mes sens, que mon âme et cette partie de moi-même qui pense ce que j'ai dit, qui fait réflexion sur tout et sur elle-même, et ne se connaît non plus que le reste. Je vois ces effroyables espaces de l'univers qui m'enferment, et je me trouve attaché à un coin de cette vaste étendue
sans que je sache pourquoi je suis plutôt placé en ce lieu qu'en un autre, ni pourquoi ce peu de temps qui m'est donné à vivre m'est assigné à ce point plutôt qu'à un autre de toute l'éternité qui m'a précédé et de toute celle qui me suit. Fin de citation. Là, Pascal essaie de nous expliquer le sens de l'identité de l'être humain. L'humain est un point dans le temps et dans l'espace. Au fond, il y a une énigme pour l'être humain du commencement de l'existence. La relation de l'être humain au fait qu'il existe est une relation de trouvailles. L'être humain se trouve. Pascal, toujours dans Pensée, mais cette fois énigme de la fin de l'existence, je cite: Comme je ne sais d'où je viens, aussi je ne sais où je vais, et je sais seulement qu'en sortant de ce monde, je tombe pour jamais ou dans le néant, ou dans les mains d'un Dieu irrité, sans savoir à laquelle de ces deux conditions je dois être éternellement en partage. Voilà mon état, plein de faiblesses et d'incertitudes. Et de tout cela, je conclus que je dois donc passer tous les jours de ma vie sans songer et je cherche ce qui doit m'arriver. Peut-être que je ne pourrais trouver quelque éclaircissement dans mes doutes, mais je ne veux pas prendre la peine, ni faire un pas pour le chercher, et après, en traitant avec mépris ceux qui se travailleront de ce soin, je veux aller sans prévoyance et sans crainte tenter un si grand événement, et me laisser mollement conduire à la mort, dans l'incertitude de l'éternité de ma condition future. Il y a deux sens. Nous ne savons pas quand ni pourquoi notre vie va s'arrêter, et nous ne savons pas pourquoi nous sommes là. Et il y a également deux choses insupportables pour l'être humain, selon Nietzsche, le temps et vivre sans raison. Le temps parce qu'on est temporel, le temps passe. La pointe du refus de l'être humain par rapport au temps va se remarquer par une envie de se venger sur la philosophie du temps. Et vivre sans raison parce que l'humain vit sans et va tout faire pour se créer une raison de vivre, une raison d'être là. Entre ces deux énigmes du début et de la fin, il y a une vie, et les philosophes vont tenter de comprendre le statut, la nature de la vie entre ces deux points, c'est-à-dire le début, soit la naissance, et la fin, qui est la mort. Zarathustra, dans Scène, je cite: L'homme est une corde tendue entre l'animal et le surhumain, une corde par-dessus l'abîme. Un franchissement dangereux, un chemin dangereux, un regard en arrière dangereux, un frisson et un arrêt dangereux. Ce qui est grand dans l'homme, c'est qu'il est un pont et non un but. Ce que l'on peut aimer dans l'homme, c'est qu'il est une transition et qu'il est un déclin. Fin de citation. Cette vie, les philosophes vont la décrire. Vivre peut être dangereux pour les autres, mais aussi pour soi-même. Il n'y a pas un seul modèle de vie. L'homme est en transition entre les deux points, c'est-à-dire l'existence humaine est profondément liée au temps et se déroule dans le temps. Également, l'être humain n'est pas pleinement donné à lui-même en une fois, mais il est en relation avec ce qu'il n'est pas encore. Comment comprendre la temporalité de l'existence? C'est ce que développe Nietzsche. On est dans le temps parce que nous vivons maintenant, à un moment donné. Mais Nietzsche dit que nous passons notre vie à ne pas vivre au moment présent. L'humain passe sa majorité de son temps dans le passé ou dans le futur. Dans le passé, l'humain est tiré en arrière de lui-même par des souvenirs, un passé qui se rend présent, ou par l'éducation qu'il a reçue. Et dans le futur, car l'être humain est tiré en avant de lui-même, l'humain est toujours projeté par des échéances, occupations, horaires, désirs, expériences, pulsions sexuelles ou alimentaires, etc. Une pulsion est une expérience dans laquelle l'humain est projeté au-delà de lui-même. Il est dans le temps et ne vit pas le moment présent. Il y a donc une épaisseur temporelle. Et cette épaisseur temporelle, c'est où chaque instant est pétri de force et façonne le futur. C'est un pont, une traversée, c'est-à-dire une condition de liberté, puisque nous sommes temporels. L'être humain n'est jamais ce qu'il est maintenant, c'est-à-dire à cet instant-ci. Mais pourquoi? Parce qu'il est en relation avec ce qu'il n'est pas encore, c'est-à-dire le futur lui. Je suis, mais je suis toujours en train de devenir, donc parce que je deviens, je suis en relation avec ce que je ne suis pas encore. Je suis, mais je suis toujours en train de devenir, donc parce que je deviens, je suis en relation avec ce que je ne suis pas encore. Donc je ne suis pas prisonnier de ce que je suis maintenant, vu que je deviens, ce que je ne suis pas encore. L'être humain n'est pas pleinement donné à lui-même une fois. Je n'existe pas une fois pour toutes. J'ai encore à être dans n'importe quelle situation. Quel que soit mon être, j'ai encore à être. Ma vie n'est pas achevée et ne pourra jamais l'être. Grand 4.
L'éveil ou l'origine du questionnement philosophique. La philosophie s'intéresse au pourquoi de nos pourquoi. Ils seraient liés non pas à des préoccupations de nature intellectuelle, ils sont avant tout liés à des événements que l'on vit. Ce sont des événements que nous vivons, qui nous conduisent à des situations où nous nous posons un certain nombre de questions philosophiques. Saint Augustin explique pourquoi il est devenu philosophe. Il a vécu un événement qui l'a rendu philosophe et pas une réflexion. Cet événement, c'est la mort de son meilleur ami. Je cite, « J'étais devenu moi-même, pour moi une immense question. » Origine de la philosophie, l'être humain devient une question pour lui-même. On distingue ici trois choses. L'être humain comme être de questionnement, il est donc lui-même impliqué dans la question qu'il se pose. La réponse à ne pas chercher d'abord dans un Dieu ou une religion, nous avons chacun une responsabilité qui est de prendre en charge nous-mêmes et d'assumer nous-mêmes notre existence. Nous avons une exigence qui consiste à affronter nous-mêmes les questions que nous nous posons. Dieu est un fantôme. Et dernière chose, l'origine du questionnement. Pourquoi surgit-il un événement? Toutes ces choses ont un sens d'un événement à l'origine de la question. Pourquoi l'événement a un rôle si décisif dans notre existence? Plusieurs réponses. 1. Nous vivons l'événement qui nous arrive à ce niveau d'analyse. Nous ne sommes pas le spectateur de l'événement. Nous n'avons pas une relation neutre à ce qui nous arrive, mais l'événement nous saisit, nous prend. Il nous pose à nous poser un certain nombre de questions. Il a une capacité incroyable à nous pousser. Nous ne pouvons pas faire autrement que de nous poser une question de nature philosophique. 2. L'événement introduit une rupture dans l'existence. Il y a un avant et un après. Je ne suis plus du tout à fait le même une fois que j'ai vécu ce que j'ai vécu. La perception que j'ai de la réalité n'est plus la même, quelqu'un ou quelque chose a changé. 3. L'événement est une existence qui nous presse. Je cite, « Il n'y a qu'une seule question de philosophie, savoir si oui ou non la vie a du sens, et savoir lequel. » C'était de Nietzsche. Cette question nous tient et nous tenaille, nous travaille de l'intérieur. Camus, je cite, « Juger que la vie vaut ou pas la peine d'être vécue. » Fin de citation. 4. L'événement a un pouvoir de singularisation. L'expérience que j'ai de l'événement me ramène à moi-même. Il me transporte vers moi-même. Il y a forcément une sorte de solitude de l'événement parce que nous pouvons vivre un même événement, mais nous le vivrons tous de manière différente. Le vécu de cet événement a le pouvoir de m'isoler et me transporter vers la solitude de mon existence. Il ne peut pas faire autrement que de prendre en charge cette solitude, c'est-à-dire personne d'autre que moi ne peut vivre ce que j'ai vécu. 5. L'événement fait question. À l'origine de la philosophie, il y a une expérience de vie que le sujet cherche à apprivoiser et à comprendre. Je cite Schopenhauer, « Excepté l'homme, aucun être ne s'étonne de sa propre existence. De cet étonnement naît le besoin métaphysique qui est proposé à l'homme seul. » L'homme est un animal métaphysique. En soi, vivre implique souffrance. Aucun être humain ne vit sans souffrance, et c'est pour ça que nous nous posons des questions philosophiques. Notre vie est profondément finie. Finitude du fait que nous allons mourir. Question du sens de la vie. En effet, nous ne maîtrisons pas tout de notre existence. L'origine de la philosophie, c'est donc les expériences. Cela nous fait penser à Descartes et son expérience immédiate de la certitude que j'ai de vivre ce que je vis au moment où je le vis. C'est une forme de l'expérience de la conscience, que nous étudierons au chapitre 2. Les prédicateurs de mort ont tort. Dans cette vie, rien n'a de sens. Tout est vain, futile. Mais pourquoi? Parce qu'on va mourir. Rien ne peut avoir de sens, puisque la seule issue possible de la vie, c'est de mourir. Personne ne sortant vivant de cette vie. Nietzsche veut montrer que penser que tout est vain est une erreur philosophique. Pourquoi? C'est précisément parce que nous allons mourir que la vie a du sens. Nous étudierons cela dans le chapitre 3. Quand nous pensons, nous ajoutons quelque chose à la réalité. Notre raison et notre activité de pensée ajoutent constamment quelque chose à la réalité. Ce que veut faire la pensée japonaise, c'est arriver à un niveau d'expérience pure,
où il est possible d'être en contact avec la réalité sans que ma pensée et mes concepts ajoutent quelque chose à la réalité. Nous étudierons cela dans le chapitre 5. Commençons par le chapitre 1. Que signifie raisonner? C'est une interrogation principale. Comment comprendre l'acte de la raison qui n'est pas réductible à un autre acte? L'idée de la raison, c'est que l'homme est un animal rationnel. Et l'homme est rationnel parce qu'il est politique et social. Et pourquoi l'est-il? Parce qu'il est capable de se donner des règles pour vivre ensemble. Et l'idée de raison est toujours articulée par une idée d'ordre, mise en ordre de nos raisonnements et mise en ordre de nos relations sociales, de notre vie en commun, etc. Grand 1. Les formes de la rationalité. La raison n'existe pas. Ce qui existe, ce sont des êtres humains concrets qui, concrètement, mettent en œuvre un raisonnement dans tel ou tel domaine. Si la raison n'existe pas, il y a différentes formes de rationalité. Voyons la rationalité pratique. L'être humain n'est pas simplement un être de pensée, c'est aussi un être d'action. La raison se met aussi en œuvre dans nos comportements, dans les décisions que nous prenons. Plusieurs caractéristiques. 1. L'action n'est pas un faire. Faire, c'est l'opération concrète qui est effectuée. L'action englobe le faire parce que lorsque j'agis, j'ai l'intention d'agir. J'ai des conséquences à l'action que je pose. L'action, c'est le mouvement, le processus qui fait qu'il y a un faire et donc une action possible. La condition du faire, c'est l'action. Deuxième caractéristique, l'action provient d'un pouvoir d'agir. Il y a forcément un sujet qui agit et qui a la capacité de faire. Cela signifie qu'une action n'est pas un état, mais un sujet capable d'agir. Troisième caractéristique, l'action est une manière de rencontrer la finitude. Nous ne maîtrisons pas totalement notre action. Dans notre action, il y a des conséquences auxquelles nous n'avions pas pensé. L'être humain ne maîtrise jamais toutes les conséquences de son action. Nous avons donc évoqué deux concepts, l'action et agir. L'action, ce n'est pas simplement ce que je fais, c'est aussi ce qui m'arrive à moi. Il y a aussi des conséquences de mon action qui m'échappent complètement. À ce titre-là, ma propre action est un événement qui m'arrive également. Il y a forcément un agent, celui qui agit, qui est profondément motivé par un objectif, par une intention. Et agir, ce qui consiste à aménager, à mettre en ordre un certain nombre de moyens qui vont me permettre d'atteindre une fin, un objectif en particulier. Quatrième caractéristique, l'action est une expérience du temps. Dans toute action, il y a deux moments. Le moment de reprise. Lorsque nous agissons, nous n'agissons pas à partir d'une situation donnée. Cette situation est le lieu à partir duquel nous agissons. Il est fait de moyens. Lorsque nous agissons, nous reprenons notre compte un ensemble de moyens. Et ces moyens sont articulés à un objectif. Cet objectif, puisque nous cherchons à l'atteindre, il est dans notre action présente. Il est anticipé. Moment d'anticipation. L'action présente est une manière de faire se rencontrer ce qui est, les moyens, et ce qui vient, l'objectif que nous cherchons à atteindre. Agir est forcément une expérience du temps. Agir, c'est aussi une expérience de l'ouverture du temps. On ouvre le présent sur quelque chose qui n'est pas encore et que nous cherchons, et qui est une finalité que notre action propose. Après la rationalité pratique, voyons la rationalité théorique. Elle désigne la mise en œuvre de la raison dans l'ordre du savoir et de la connaissance. La raison a ici pour but la connaissance pour elle-même et la cohérence de l'ordre de nos connaissances. Il y a deux points pour comprendre la façon dont la Grèce a forgé le concept de raison. Il y a la séparation du pratique et du théorique. Pour Platon et Aristote, l'origine de la philosophie est l'étonnement. L'homme s'étonne qu'il y ait un cosmos et un ordre dans l'univers. Si je prends mon micro et que je le lâche, on va dire qu'il tombe vers le bas. On sait qu'il y a un ordre dans les choses. L'être humain s'étonne de l'ordre de l'univers, et il s'étonne qu'il soit capable de faire des sciences et de nommer les choses. Il s'étonne surtout qu'il est et qu'il vit. Il s'étonne qu'il est capable de faire des mathématiques. Il s'étonne des nombres qui servent à mesurer une quantité, un terrain, etc. Le nombre est utile,
dans un contexte particulier, c'est-à-dire pratique. Je peux dégager le nombre de son utilité dans son contexte, et là on passera dans la partie théorique. On fait donc une recherche de nature théorique sur les nombres envisagés comme tels. En clair, je ne dis plus qu'une pomme plus une pomme égale 2 pommes, je fais cette abstraction inouïe que 1 plus 1 égale 2, en général. Les Grecs vont thématiser qu'il y a un savoir utile et un autre savoir qui est un savoir en tant que tel. Ce savoir a une exigence. L'homme du savoir va recevoir une caractéristique particulière, c'est qu'il doit être vrai. Lorsque nous cherchons à savoir quelque chose, cette connaissance est articulée à une vérité. L'être humain cherche le vrai. Il cherche le vrai, mais en plus, il cherche la manière dont il cherche le vrai. Il cherche à vraiment atteindre le vrai. L'objectif de tout ceci, c'est d'atteindre des propositions universelles et démontrées. Nietzsche va diagnostiquer le problème de la civilisation orientale. Le problème de l'être humain est qu'il cherche la vérité. Pourquoi le fait-il? Il en a besoin. Il a fondamentalement besoin de vérité. Dans tous les niveaux de sa vie, il passe son temps à chercher la stabilité. C'est un être qui est profondément apeuré de vivre. Et pourquoi? Parce qu'il est dans l'inconnu. Rien n'est plus sûr pour se mettre en sécurité que de trouver des vérités. L'objectif de la rationalité est donc un objectif de connaissance. Il s'agit de connaître, et quand nous connaissons, nous cherchons à justifier la manière dont nous connaissons. Nous cherchons à vérifier notre connaissance.